tout le monde. Alors on va attendre qu'on ait un peu plus de personnes. Et je pense qu'on peut déjà inviter ActionAid Haïti du coup. Alors du coup je vois qu'ActionAid Haïti vient de rejoindre la vidéo. Et normalement on les a invités. Bonjour Alix. Est-ce que tu... Est-ce que tu m'entends Alix? Est-ce que tu m'entends Alix? Parce que du coup nous on t'entend mais moi je suis pas sûre que tu m'entendes. Parce qu'on a peut-être un léger souci de connexion. Oui, c'est la connexion qui nous fait un peu défaut. On va juste attendre quelques secondes de voir si Alix arrive à se reconnecter sur internet. Alors du coup, il est parti, mais il va revenir. Je pense que c'est juste qu'il a eu un léger souci de connexion. Je suis désolée, on attend juste que Alix Persson de ActionAid Haïti, qui est notre invité, puisse rejoindre le live. Donc, je pense qu'ils ont de légers soucis de connexion, mais ils essayent de se reconnecter à leur numéro. Ouais, j'ai relancé. Je vais juste les contacter pour voir ce qui se passe. Et merci du coup aux personnes qui sont déjà avec nous. Donc je suis désolée du petit souci de connexion, mais bon, c'est comme disait Romane, ce sont les aléas du direct. Normalement, c'est parlé sur Zoom hier et ça fonctionnait, donc normalement, ça devrait fonctionner d'ici quelques minutes.
personne ActionAid IT ne peut pas se joindre. Accepter, ok. Vous m'entendez? Bonjour Alix, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. D'accord. Je pense qu'on a quelques soucis de connexion peut-être. Oui, bien sûr. Je vous vois un J'imagine peu que c'est un brouillé, souci donc de on va juste connexion. attendre un peu. Enfin, je te vois un peu brouillé, donc on va juste attendre un peu que ça se clarifie. Ouais, je pense qu'on commence petit à petit à te voir, mais ça reste un peu brouillé. Je pense que c'est la connexion qui est pas très bonne. Oui, j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est la connexion. Je suis désolée, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Bon, Est-ce que tu m'entends? donc, on peut essayer? On peut réessayer. En fait, le seul souci, c'est que je pense qu'on te voit encore un peu brouillé ou qu'il y a un petit décalage quand on se parle. Ah, ok. Moi, je vous vois très clairement. D'accord, on te voit pas du tout clairement, désolée, c'est complètement brouillé. Euh, bon, j'espère qu'avec le temps, ça va peut-être se clarifier un peu. Bon, bah, je te propose qu'on commence et en espérant qu'on te voit un peu mieux au fur et à mesure du temps. Donc, bah, bonjour à tous et à toutes, plutôt bonsoir, parce que nous, de notre côté, il est 18h30 alors qu'il est que 13h30 du côté d'Haïti. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour notre live Instagram. Et aujourd'hui, on accueille Alix Persint qui travaille à ActionAid Haïti. Donc, ActionAid Haïti est une organisation qui travaille en collaboration avec les communautés locales et leur apporte un soutien, notamment dans le secteur agricole, mais également en termes de réponse humanitaire, avec des formations, du renforcement de capacités ou encore l'amélioration de services. ActionAid Haïti inclut aussi un soutien spécifique aux femmes face aux discriminations liées au genre, notamment en lien avec la justice économique par exemple. Donc Alix Persinte, qui est avec nous aujourd'hui, coordonne deux projets nommés Asaranga et Urbayiti dans la région de la Grande-Anse en Haïti. Et le projet Asaranga touche notamment directement le secteur agricole et vise le soutien et le renforcement des capacités des agriculteurs et agricultrices, notamment face aux impacts du changement climatique. Donc déjà Alix, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et si je peux commencer, en fait, ce que j'aimerais d'abord te demander, c'est si tu pourrais nous en dire plus, en fait, sur l'impact du changement climatique sur les agriculteurs et les agricultrices haïtiens et haïtiennes, s'il te plaît. Bonsoir Florian, bonsoir à tous et à toutes celles qui nous regardent sur ce live. Donc avant tout, et nous tenons à vous remercier et de nous donner l'opportunité de remuer dans les débats publics et dans les réseaux sociaux et sur les enjeux du changement climatique et ses impacts sur les agriculteurs, agricultrices et en Haïti. Donc, parlant de impact avant tout, je voudrais parler un petit peu des différentes formes ou ces manifestations du changement climatique et par rapport au secteur agricole. Donc, ces manifestations, et parmi ces manifestations, on peut noter par exemple le dérèglement du calendrier culturel, la rareté des pluies et des sécheresses prolongées et d'autres phénomènes climatiques comme des ouragans. Donc, tout récemment, en 2016, nous avons vu qu'il y avait l'ouragan Mathieu qui a totalement ravagé le grand sud du pays avec des impacts majeurs sur le secteur agricole. Donc, jusque-là, le changement climatique se manifeste déjà et c'est très évident. Donc, en termes d'impact sur les agriculteurs et les agricultrices, donc, il y a une certaine détérioration et des conditions de vie de ces groupes-là, de ces catégories-là.
en termes de détérioration de l'insécurité alimentaire, baisse de la production alimentaire, en termes de paupérisation et dégradation socio-économique de ces catégories-là. D'accord. Et par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous en dire plus aussi sur l'impact des catastrophes naturelles? Comme tu parlais du fait que bah, justement, on a eu le cyclone Mathieu ou même dernièrement, il y a eu un séisme, c'était pour comprendre techniquement qu'est-ce qui se passe en fait dans ce cas-là en fait. Parce que je me souviens que tu m'avais parlé par exemple de cas aussi, on a par exemple des insectes qui apparaissent qui n'apparaissaient pas avant ou qu'il y a certaines aussi pratiques, notamment humaines, qui ont un impact. Donc est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Oui, effectivement, en parlant de changement climatique, il y a d'abord les phénomènes climatiques. Quand on parle de, nous avons vu les phénomènes qui ont par répétition, comme les ouragans, les inondations. Pendant ces dernières années, nous avons vu que ce sont des choses qui arrivent et qui affectent souvent Haïti. Donc, il y a aussi les actions anthropiques aussi, en termes à cause de la précarité des gens, la détérioration des conditions économiques de la population, des gens adoptent d'autres pratiques qui fragilisent leur environnement. Donc, en termes de conséquences, nous constatons que il y a les pertes agricoles sont énormes, il y a les attaques des insectes sur les récoltes, il y a d'autres phénomènes que nous n'avons pas vus avant, mais nous pouvons constater maintenant qu'il y a ces phénomènes qui surgissent et qui nous interpellent à comprendre leur relation avec la question du changement climatique. D'accord. Et il me semble que tu me disais aussi que la région de la Grande Anse, c'est aussi une région qui est assez montagneuse et que ça a aussi un impact justement, puisqu'il y a des cas de déboisement, de déforestation, c'est ça? Pardon? Alors, il me semble que tu disais aussi que du coup, la région de la Grande Anse, c'est aussi une région montagneuse et qu'il y a aussi des cas de déforestation, de déboisement et que ça aussi, c'est un impact finalement, que c'est l'action humaine qui a finalement également un impact sur le travail, la production des agriculteurs et agricultrices. Au niveau de la grandance, il y a aussi l'action des hommes sur l'environnement, mais avant tout, nous devons noter l'impact majeur de l'ouragan Mathieu sur le déboisement. Donc, l'ouragan Mathieu a un impact sévère sur l'environnement et en même temps, après l'ouragan Mathieu, les gens ont adopté des pratiques de survie et pour résister par rapport aux dégâts. Donc, et ils ont commencé à intensifier les pratiques de production de charbon de bois comme source d'énergie. Donc, ce qui n'existait pas avant, et aussi nous pouvons constater avec l'amélioration de la route, ça facilite le commerce. Donc, les gens utilisent d'autres pratiques pour pouvoir faire face à la perte de revenus, pour pouvoir faire face à leur nouvelle situation de sécurité alimentaire. Donc, ces pratiques-là ont aggravé également et la situation de la dégradation, de la détérioration de l'environnement au niveau de la grandance. Donc, c'est un petit peu l'action combinée entre les effets climatiques, les phénomènes climatiques et les actions anthropiques. D'accord. Du coup, face à ces impacts, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du projet Asaranga pour lequel tu travailles et notamment des activités que mène ActionAid Haïti pour soutenir les agriculteurs et les agricultrices? Bon, justement, le projet Asaranga apparaît comme une réponse par rapport aux impacts, aux effets dévastateurs de l'ouragan Mathieu. Donc, dans ce projet, qui a un petit peu, que nous pouvons regarder autour de 4 grandes composantes. Il y a la composante agriculture, il y a la composante nutritionnelle, il y a la question de la gouvernance, il y a aussi la question de la promotion et des activités génératrices de revenus. Mais si nous revenons, par exemple, sur le secteur, la composante agriculture, donc il y a cette promotion et de cette sensibilisation par rapport aux enjeux climatiques par la promotion de l'agroécologie. Donc, les agriculteurs sont formés sur des bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement qui va les aider, étant donné que au niveau de la grandance, les gens pratiquent surtout l'agriculture au niveau des mondes. Donc, on enseigne aux agriculteurs comment ils doivent
se protéger contre des phénomènes de l'érosion. Donc, il y a plusieurs formations qui sont données à ces personnes-là. Également, il y a aussi le partage d'informations et agroclimatique. Donc, les gens, et à travers les bacs, ce sont les bureaux agricoles communaux. Donc, on travaille de concert avec les autorités locales pour que les gens, les agriculteurs puissent avoir les informations climatiques à temps afin qu'ils puissent avoir un meilleur comportement face à ces phénomènes-là. Et aussi, nous faisons la promotion aussi et, et des cultures plus résistantes aux sécheresses. Par exemple, donc, nous faisons la promotion des tubercules et des racines par rapport aux pratiques traditionnelles, par exemple, à des cultures et des espèces comme l'haricot et le maïs, qui sont beaucoup plus exigeants en termes d'eau, mais effectivement, et nous essayons de nous adapter, de sensibiliser les agriculteurs par rapport au dérèglement du calendrier culturel. Donc, nous essayons de suivre le calendrier culturel, le changement par rapport au calendrier culturel pour encourager à planter au moment opportun. Donc, effectivement, s'il y a des retards, par exemple, pour les périodes de pluie, si, par exemple, ils savaient planter au mois de juin ou au mois de mars, donc si maintenant la tendance que les premières pluies arrivent au mois de janvier, on les encourage maintenant, au lieu du mois de mars, on les encourage maintenant à commencer les plantations au mois de juin. Donc, ce sont ces pratiques-là. Et nous faisons aussi la promotion de l'introduction de nouvelles technologies aussi. Par exemple, là où il y a des rivières, il y a des points d'eau. Donc, nous essayons de regarder avec eux comment on peut exploiter à travers des nouvelles technologies, comment on peut exploiter ces points d'eau. Par exemple, nous achetons des pompes. Alors on a juste une petite coupure, mais normalement ça devrait revenir bientôt. Et ces opportunités d'eau qui existent. Donc, l'introduction de cette nouvelle technologie et l'association de la technologie avec l'agriculture, donc ça nous aide maintenant à mieux faire face à cette situation de sécheresse prolongée. D'accord. Et tu m'avais Par parlé. ailleurs, aussi, nous encourageons et nous faisons la promotion d'utilisation et des semences de meilleure qualité. Donc, les gens sont formés sur les techniques de préparation de bonnes semences et de conservation des semences aussi. Et tu m'avais parlé aussi d'un phénomène de surveillance épidémiologique, puisque du coup, tu m'expliquais qu'en fait, il y a beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui ont parfois un mini-élevage qui leur permet juste, en fait, par voie de subvenir à leurs besoins si justement il y a des mauvaises récoltes. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est quelque chose également qu'ActionAid Haïti essaye de supporter? On a peut-être été coupé. Du coup, ce que je disais, c'est qu'en fait, à un moment, tu m'avais parlé de la surveillance épidémiologique. Si tu pouvais m'en parler un peu plus, justement, ce que ActionAid Haïti fait par rapport à ça, s'il te plaît. Absolument. Et Alors, on a une petite coupure internet à nouveau. On est vraiment désolé. C'est le travail sur terrain où du coup, enfin, c'est des zones où l'accès à internet est beaucoup plus compliqué, ce qui fait qu'aussi bah, tout leur travail aussi sur certains aspects l'est beaucoup plus. Et d'où pour nous l'importance de pouvoir visibilité ce travail ou ces buts. Donc je suis vraiment désolée pour la coupure.
ça devrait reprendre dans quelques minutes, désolée. Et merci à Lynn Haïti qui nous dit bon travail. Bah, merci à toi du coup. Et merci à toutes les personnes qui sont présentes avec nous et qui nous écoutent. Et de toute façon, ce live sera aussi disponible en IGTV vidéo si vous avez envie de le revoir. Et bonjour à toi Ingrid, j'espère que ça va bien. Ok, ça. Oui, bon, l'avantage maintenant. Ça marche? Ouais, l'avantage maintenant, c'est qu'on voit un peu mieux, donc c'est déjà ça. Donc, on a pas mal parlé justement de tout ce que vous faisiez, notamment en termes de formation en agroécologie, pour s'assurer que les agriculteurs et les agricultrices aient de meilleures connaissances de l'impact du changement climatique et de ce qu'il est possible de faire justement pour y faire face. De même que tu nous as expliqué, par exemple, étant donné qu'il y avait un dérèglement des saisons, que c'était important également de savoir diversifier ces cultures pour être capable de comprendre celles qui peuvent mieux faire face à la sécheresse. Et du coup, le dernier point sur lequel on s'est coupé avec Internet, c'était sur tout ce qui concerne la surveillance épidémiologique, où tu m'en avais un peu parlé, et si tu pouvais un peu plus développer sur ce point peut-être. Comme on a bien dit, donc l'ouragan Matthew a été l'exemple donc en termes de dévastation, de dégâts sur le secteur de l'élevage. Donc il y a eu beaucoup de pertes en termes de différents cheptels comme les bovins, les caprins, les bovins. Donc assurément, donc nous avons compris la nécessité à ce moment-là de renforcer la résilience, de construire un mécanisme pour pouvoir protéger et renforcer la connaissance des agriculteurs à travers la construction des groupes qu'on appelle des groupes on les appelle des GSBP, c'est des groupes et des groupes santé bête et plantes. Donc, ces groupes-là sont formés sur la santé animale, sur les moyens sur les techniques de vaccination, sur les techniques de surveillance. S'il y a particulièrement une épidémie qui arrive, il y a un problème de santé, que ce soit de la santé animale ou au niveau de la santé végétale. Donc, ces gens-là sont formés et ils peuvent rapidement renseigner les techniciens agricoles ou bien les professionnels du ministère de l'Agriculture vous disant que voilà, nous constatons qu'il y a un problème qui arrive, est-ce qu'ils peuvent venir nous supporter si la situation, si le cas dépasse leurs compétences. Donc, il y a ça aussi. Donc, nous avons aidé les gens, les techniciens du ministère de l'Agriculture à les accompagner en termes des campagnes de vaccination. Et ces groupes-là, et au niveau des communautés les plus reculées, sont capables aussi, il y a des personnes qui sont formées, ce sont les agents vétérinaires qui sont formés au niveau de ces zones-là, qui sont capables maintenant de conduire les campagnes de vaccination et de donner des vaccins. Donc, s'il y a un problème en termes de surveillance épidémiologique lié au secteur végétal, donc ces personnes-là sont capables d'identifier rapidement le problème et de rapporter rapidement ça aux techniciens du ministère de l'Agriculture afin qu'ils puissent intervenir et anticiper sur les dégâts possibles. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire si les femmes sont particulièrement affectées par cette situation et justement ce que fait ActionAid Haïti pour essayer de leur apporter un soutien? Bon, normalement, en Haïti, les femmes sont surtout marginalisées et il y a des stéréotypes, sont victimes de certains stéréotypes disant que les femmes ne sont pas capables, ne sont pas assez intelligentes pour au moins évoluer dans le maillon de la production. Donc, sur le secteur agricole, donc il y a plusieurs maillons. Donc, pour eux-mêmes, les femmes sont confinées uniquement dans le secteur de la communication. Donc, après la récolte, les femmes sont chargées d'opérer ou bien de faciliter la commercialisation des produits. Donc, alors que la tendance maintenant, c'est d'inverser la tendance, montrer que les femmes ne sont pas
et comme elles pensent qu'il faut briser, déconstruire ces formes de discrimination et ces stéréotypes, disant que les femmes ne sont pas capables d'évoluer dans l'aspect de la production. Donc, les femmes à ce niveau-là sont formées comme les hommes. Donc, ils sont formés sur les techniques agricoles. Ils sont outillés comme les hommes afin qu'ils puissent eux-mêmes gérer leur parcelle agricole. Donc, c'est la façon que Antoinette, à ce moment-là, intervient et renforce leur capacité, renforce la confiance des femmes. Donc, les femmes maintenant sont capables d'évoluer sur les différents niveaux de la chaîne ou du système du système dans le pays. Donc, maintenant qu'on peut voir les femmes évoluer à ces différents niveaux, que ce soit au niveau de la production, mais en même temps au niveau de la préparation, au niveau de la commercialisation, et les femmes sont capables d'enseigner et aussi à des hommes les techniques, les pratiques agroécologiques, et en même temps, et nous formons aussi des femmes comme promoteurs agroécologiques. Donc, nous avons fourni des formations sur l'agroécologie. Il y a plusieurs femmes qui sont vraiment des experts en agroécologie et on les appelle des promotrices de l'agroécologie. D'accord. Parce que du coup aussi, donc tu nous expliques beaucoup ce que ActionAid IT fait, mais pour revenir en fait sur le point de la façon dont elles sont affectées, en fait, c'est ce que tu m'expliquais, si j'ai bien compris, c'est que beaucoup sont seulement estimées comme commerçantes et pas comme productrices ou agricultrices, et donc que le souci c'est quand il y a des distributions en fait, notamment d'outils par l'État, que généralement elles sont pas prises en compte ou elles vont pas être appelées, et que justement ce que vous faites aussi avec ActionAid IT, c'est du plaidoyer pour avoir par exemple des registres qui enregistrent également les femmes comme productrices. Et je voulais savoir si du coup aussi en termes d'accès au crédit pour les agriculteurs et les agricultrices, si du coup est-ce que c'est aussi plus compliqué pour les femmes ou c'est compliqué de façon générale? Bon, l'accès au crédit, en général, c'est très compliqué. Donc, il n'y a pas vraiment une politique d'accès au crédit, et surtout pour le secteur agricole. Et de jour en jour, cette situation s'empire vu que par rapport au changement climatique, donc il n'y a pas vraiment une certaine certitude dans la production. Donc, par exemple, les institutions financières ne veulent pas vraiment prendre le risque et de mettre leur argent dans le secteur agricole. Ils sont très prudents par rapport à ça parce que les pertes, les risques de pertes et de récoltes sont très élevés. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont tendance, ils sont très réticents à investir dans ce secteur agricole. Évidemment, l'ancien président de la République a voulu faire du crédit agricole un levier stratégique pour relancer, pour donner un certain boost au secteur agricole. Mais cependant, c'était dans le discours, mais dans la pratique, ça n'a pas marché. Et pour les femmes, c'est encore beaucoup pire. Donc, les femmes, bon, par rapport aux stéréotypes dont je vous expliquais avant, donc, les femmes n'avaient pas du tout accès au crédit agricole. Et c'est la raison pour laquelle non seulement les femmes n'avaient pas accès au crédit agricole, mais les femmes subissaient un autre problème, c'est que la plupart des femmes n'avaient pas accès à la terre. Donc, l'accès à la terre était surtout réservé aux hommes. Donc, les femmes, si une femme travaille sur une parcelle, c'est plutôt la parcelle de son mari, mais les femmes n'avaient pas droit ou les femmes n'étaient pas considérées comme propriétaires d'une parcelle. Donc, il fallait vraiment faire un plaidoyer, tout un combat avec des ensembles, des organisations de femmes pour les inciter, pour au moins interpeller les décideurs. Par exemple, nous travaillons de concert avec l'INARA, qui est un institut qui travaille sur la réforme agraire afin qu'on puisse faciliter l'accès des femmes à la terre et à la gestion de leurs ressources. D'accord. Et donc dans ce cas-là, là, on vient pas mal de parler de tout ce qui est agriculteurs et agricultrices locaux et locales, mais tu m'as dit aussi qu'on constatait un peu plus la présence de groupes privés ou même de multinationales qui souhaitent exploiter les terres. Donc je voulais savoir si tu pourrais nous en dire plus aussi sur l'accès à la terre des communautés locales ou même, dans le pire des cas, l'accaparement des terres des communautés locales. Bon, c'est un sujet, c'est un problème qui est vieux de plusieurs siècles en Haïti, parce que quand je dis ça, c'est par rapport, et il y a un contexte historique qui donne naissance à ça. Et c'est le séquel de cette situation historique en termes au début, par exemple, de la période coloniale, donc il y avait cette pratique qu'on appelle latifondia, où c'était la grande propriété. Donc, on produisait
et on faisait la monoculture pour l'exportation. Après l'indépendance, donc il fallait peut-être diversifier et reviser la stratégie. Donc, certaines personnes voulaient avoir leur propre, au lieu d'avoir une personne ou une grande famille possède toute la terre, toute la richesse. Donc, il fallait vraiment penser à une meilleure répartition de la terre. Donc, sur cette base-là, donc, il y avait un plaidoyer, un mouvement pour que certaines personnes vulnérables puissent avoir affaire, puissent avoir accès aussi à la terre. Donc, de ce dualisme, donc à un certain moment, et nous faisons un plaidoyer pour que nous puissions protéger les petits agriculteurs particuliers des familles les plus puissantes ou des multinationales. Donc, récemment, on a vu, par exemple, au niveau du plateau central, il y avait un décret présidentiel déclarant une zone franche agro-industrielle où l'on accordait environ 8600 hectares de terre à une seule famille. Et sur cette terre travaillaient des petits agriculteurs, des petites agricultrices. Et sur cette terre-là aussi, il y avait une organisation de femmes qu'on appelle SOFA qui travaillait aussi pour cultiver cette terre. Donc le gouvernement, on ne sait pas sur quelle base ils ont accordé ces 8600 hectares de terre à un groupe, à une famille pour qu'ils puissent produire du stevia. Stevia, c'est un édulcorant que la compagnie, la multinationale Coca-Cola utilise. Donc, ça insurgeait les petits producteurs et les organisations populaires et les organisations de la société civile qui révoltaient contre cette décision. Non seulement cette décision a été prise à un moment où environ 4,2 millions de la population était au bord de la sécurité alimentaire, alors qu'on va accorder cette terre justement pour la production de ces gaz, quelque chose qui n'a rien à voir avec la protection, la production alimentaire et la sécurité nutritionnelle et la sécurité alimentaire de ces groupes qui travaillaient sur cette terre-là. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Donc, il y a cette tendance maintenant à accaparer les terres des paysans et les accorder à des familles plus puissantes, plus riches, qui ont peut-être certaines acquaintances avec le pouvoir politique. D'accord. Donc, Et dans ce voilà. cas-là, le cas dont tu nous parles, donc qui date de 2020, si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle, où ça en est? Est-ce qu'il y a un recours en justice? Est-ce que les communautés locales ont pu retrouver leurs terres? Ça date de 2021. Donc, les populations, les organisations nationales, les organisations se sont organisées, ils ont même organisé un forum pour protester et développer une stratégie pour qu'ils puissent récupérer leurs terres. Mais étant donné que c'est un dossier éminemment politique, donc, étant donné que le pouvoir qui a pris cette décision est encore en place, donc, à un certain moment, ils n'arrêtent pas dans leur mobilisation, mais ils développent une stratégie. Comme on va avoir dans une période électorale, on attend qu'il y ait un nouveau gouvernement afin qu'il puisse relancer ce plaidoyer, relancer ce mouvement afin que le prochain gouvernement puisse retourner sur cette décision et d'accorder ces 1600 hectares de terre à cette famille, l'une des familles les plus riches du pays. Donc, le dossier n'est pas abandonné, mais étant donné que cette décision, comme je vous ai dit, éminemment politique, on attend l'arrivée de notre pouvoir politique pour pouvoir relancer la discussion et faciliter que l'on annule et ce décret qui a été pris. C'était en 2021, c'est pas en 2020. On a pris cette décision le 8 février 2021. Et à ce moment-là, il y avait tout un débat aussi sur la légitimité, sur la légalité du mandat du président. À ce moment-là, il y avait beaucoup de réflexions pour dire que est-ce que le président d'alors, on disait que son mandat devait finir le 7 février 2021, alors que pour plusieurs raisons, il y avait plusieurs débats autour de cette question-là. Donc, par rapport à cette question de légalité du mandat du président, pour certains qui se terminent le 7 février 2021, jusque-là, par rapport à ce débat-là, on attend l'arrivée d'un nouveau pouvoir pour dire, bon, effectivement, cette décision a été illégale, elle a été prise par quelqu'un dont son mandat est terminé. Donc, comment on va essayer de relancer cette discussion et pour pouvoir évaluer dans quelle mesure on peut retourner sur cette décision. D'accord.
Je vois que c'est vraiment un travail de plaidoyer derrière pour s'assurer que ces communautés puissent retrouver leurs terres. Donc finalement, pour conclure, Alix, par rapport à tout ce que tu nous as dit, l'impact du changement climatique, donc le fait qu'il y ait plus de catastrophes naturelles et que cela mette en péril du coup le revenu, le bien-être ou même la sécurité alimentaire des communautés locales et donc des agriculteurs et agricultrices, est-ce que tu aurais des recommandations justement pour soutenir ces agriculteurs et agricultrices face aux défis qu'on a mentionnés, donc tant en termes d'impact climatique, mais même que tu viens de mentionner avec des cas d'accaparement de terre? Bon, en termes de recommandations, je pense que il faut amplifier les actions de sensibilisation sur les enjeux du changement climatique sur le secteur agricole. Donc, dans les milieux reculés, et on voit qu'on fait des efforts, mais ce sont des efforts assez insuffisants. Donc, il faut amplifier ces efforts de sensibilisation sur les enjeux, sur les impacts du changement climatique et auprès des agriculteurs. Et aussi, il faut développer des activités de recherche, aussi de documentation sur les impacts du changement climatique sur les secteurs agricoles. Donc, il n'y a pas assez de documents, on n'a pas assez documenté sur les impacts du changement climatique, vraiment avec des indicateurs clés, disant voilà quels sont les changements, quels sont les impacts, quelles sont les conséquences. Donc, je pense que c'est très important de faire ça. Et il faut aussi, à mon avis, développer des activités de plaidoyer avec l'ensemble des acteurs qui travaillent dans ce secteur, qui sont interpellés, qui sont intéressés par le changement climatique, pour dire voilà, ce n'est pas une question d'une ONG, d'une organisation, il faut vraiment organiser, il faut avoir une certaine coordination de cette action, il faut impliquer davantage l'État pour que l'État soit conscientisé sur les enjeux, sur les impacts du changement climatique. Effectivement, on dit qu'il y a pratiquement une direction changement climatique au niveau du ministère de l'Environnement, mais il y a plusieurs débats autour de cela, faisant croire que ce n'est pas un ministère, une direction ne peut pas changer, ne peut pas adresser cette problématique vu son envergure. Il faut vraiment des actions multi-acteurs, multisectorielles pour avancer, pour adresser cette situation. Donc, il faut vraiment, à ce stade-là, il faut vraiment qu'il y ait un vaste mouvement de plaidoyer avec l'ensemble des acteurs qui travaillent sur cette action-là pour que nous puissions sensibiliser les gens et encourager l'État à considérer la question du changement climatique comme un enjeu majeur et aussi un épée de Damoclès sur la tête des petits agriculteurs haïtiens et haïtiennes. Et en termes d'accaparement de terre, je pense que aussi nous devons continuer au niveau national à accompagner les organisations populaires, les organisations de la société civile, les organisations paysannes à amplifier leur voix afin qu'ils puissent et que l'État puisse protéger les plus faibles contre les plus riches contre les plus puissants. Donc c'est important parce que sinon on va transformer l'ensemble des petits agriculteurs comme des ouvriers agricoles qui vont travailler à la merci des plus riches et sans qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie. Donc, ce sont ces recommandations-là que j'ai. Et aussi, je dirais, il faut continuer à développer des stratégies d'adaptation par rapport au changement climatique, parce que normalement, c'est réel, c'est évident que les conséquences sont graves, on les voit. Donc, il faut développer des stratégies adaptées par rapport à la situation du milieu. Donc, il faut voir comment on peut aussi faire le mariage entre la technologie et le changement climatique en termes de réponse par rapport à la situation de faible rendement, à la situation de sécheresse prolongée, pour voir comment on peut aider les gens à faire face à cette situation de détérioration de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. D'accord. Donc je vois qu'il y a vraiment un plaidoyer de grosses demandes auprès d'institutions et de l'État de vraiment réaliser qu'il y a un souci et de vraiment avoir une politique qui est mise en place pour soutenir les agriculteurs et agricultrices et encore plus face au changement climatique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le public, donc parmi les personnes qui nous voient et qui nous écoutent, qui aurait peut-être une question à poser à Alix à ce sujet. Moi, je sais qu'une question que j'avais envie de te poser aussi, c'était de savoir concrètement, du coup, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face en tant qu'organisation pour justement assurer vos activités au jour le jour et assurer un soutien aux agriculteurs et agricultrices. Bon, jusque-là, et comme nous pouvons et nous le savons, donc le pays fait face à des situations
d'instabilité énorme. Donc, il ne se passe pas une année sans qu'il n'y ait pas de blocage de route. Donc, il ne se passe pas une année sans qu'il n'y ait pas vraiment de turbulence politique. Donc, c'est difficile. Donc, pour notre travail, mais également, c'est difficile aussi pour les agriculteurs parce que dans ces conditions-là, les agriculteurs ne peuvent pas écouler leurs produits. Par exemple, au niveau de Jérémy, avec le blocage de la route sur Matissan, avec l'emprise des groupes armés, donc c'est sûr que les gens ont des difficultés pour pouvoir écouler leurs produits sur le marché de Port-au-Prince, qui est l'un des plus grands marchés pour les secteurs agricoles. Donc, pour nous, c'est difficile. Et certaines fois, il faut aussi une meilleure compréhension, une meilleure implication des autorités locales dans ce combat. Donc, quand on travaille sur le terrain, il faut vraiment une meilleure implication des autorités concernées pour appuyer ce que nous faisons, parce que en termes de durabilité, nous pouvons appuyer, mais ils doivent eux-mêmes s'approprier ces efforts-là et pour qu'ils puissent continuer dans le travail que nous faisons. Donc, c'est un petit peu difficile sur le terrain, certaines fois, et les gens les plus nécessiteux se trouvent dans les zones les plus reculées avec des accès difficiles. Donc, certaines fois, c'est difficile pour eux de trouver quelqu'un que, par exemple, s'il y a des techniciens agricoles au niveau du ministère de l'Agriculture, en général, ils ne vont pas dans les milieux reculés pour accompagner ces gens-là en termes de formation, d'accompagnement technique. Donc, c'est un peu difficile. Donc, jusque-là, bon, nous faisons de notre mieux pour pouvoir aller les retrouver parce que pour nous, nous travaillons avec les populations qui sont dans le plus grand besoin, donc les plus vulnérables. Donc, ce n'est pas facile, mais de toute façon, nous faisons de notre mieux pour les accompagner, pour les assister correctement. D'accord. Bah, merci beaucoup Alice, merci beaucoup pour cette discussion, mais aussi merci beaucoup pour le travail d'ActionAid IT qui est pas toujours facile, comme tu le dis, en termes d'accès ou en termes de manque de soutien d'institutions d'État, mais que vous faites justement pour soutenir les agriculteurs et agricultrices qui sont nécessaires pour la sécurité alimentaire, ce qui est primordial pour tout le monde, tout simplement. Et merci beaucoup de nous en avoir donc dit plus sur tout ce que vous faites pour faire face au changement climatique, mais aussi pour nous montrer vraiment à quel point il y a un véritable besoin d'accompagnement ou de formation, justement, de pratiques appropriées avec l'agroécologie pour assurer leur subsistance, leur revenu, mais aussi de le faire de façon respectueuse de l'environnement pour s'assurer qu'on ne fait pas plus de mal, en fait, mais qu'on essaye enfin de le faire mieux ou en coordination. Donc, encore une fois, bravo pour le travail que vous faites. Et je vois qu'on a aussi une question de Lynn qui nous demande en fait combien de projets ActionAid IT a actuellement sous cette même thématique, mais qui intègrent le genre et l'inclusion sociale. Bon, et il y a le travail que nous faisons avec les partenaires, les partenaires réguliers. Nous avons plusieurs partenaires sur plusieurs départements. Et aussi, il y a aussi les projets que nous avons avec les bailleurs de fonds. Donc, pour l'instant, et sur Jérémy, nous avons deux projets. Donc, il y a le projet Azaranga et aussi le projet Yobaïti qui a un volet filière aussi. Donc, jusque-là, nous avons deux projets bailleurs pour l'instant. Ensuite, bon, projet bailleur avec un caractère de développement sur le long terme. C'est des projets qui vont jusqu'à 3 ans, tout ça. Donc, avec les partenaires réguliers, nous faisons ce travail aussi de plaidoyer et en termes d'accès de la terre aux femmes. Aussi, il y a l'intensification des activités d'adoption des pratiques agroécologiques avec nos partenaires réguliers que nous avons sur plusieurs départements du pays. D'accord. Et il me semble que ce que tu m'avais dit, c'est qu'en fait, la notion du genre, c'est quelque chose qui est vraiment transversal. Donc, c'est intéressant d'avoir des projets axés dessus, mais que c'est toujours nécessaire d'avoir vraiment cette expertise de genre dans tous les projets, d'avoir vraiment cette question, quelles sont les femmes présentes, comment elles sont affectées et qu'est-ce qu'on peut faire et de quoi elles ont besoin pour être assistées, puisqu'en général, en fait, les discriminations liées en genre vont avoir des impacts différenciés et plus importants chez les femmes. Bon, en termes d'impact différencié, effectivement, le genre est pour nous un axe stratégique. Donc, c'est la raison pour laquelle nous priorisons aussi les femmes dans tous nos projets. Donc, nous définissons un quota. Certaines fois, pour certaines activités, les femmes sont assistées à 100%.
et qu'elles soient en termes d'activité nutritionnelle. Sur les activités agricoles, donc jusqu'à 40%, les femmes sont privilégiées, les femmes sont intégrées dans le secteur agricole à différents niveaux. Et, et en termes pour les activités aussi, et en termes de justice économique, en termes d'activité de génératrice de revenus. Donc, les femmes sont aussi priorisées. Nous accordons, nous formons les femmes sur les opportunités, sur les contraintes liées et à leur développement ou leur autonomie économique. Donc, il y a plusieurs axes qui prennent en compte le genre et en termes d'équité. Donc, pour nous, dans nos projets, le genre est toujours présent. Et à différents niveaux, et certaines fois, le genre n'est pas seulement présent, le genre est totalement priorisé par rapport en termes de rétablissement de justice réparative, si nous pouvons le dire ainsi. Donc, nous faisons de notre mieux pour au moins adresser et attaquer toutes les contraintes liées aux gens. D'accord. Bah, merci beaucoup encore Alix pour cette discussion et merci à toutes les personnes qui étaient présentes et encore désolé pour les aléas d'Internet, c'est les aléas du direct ou quand on est sur terrain, bah, c'est plus compliqué. Et merci beaucoup Alix d'avoir donné de votre temps, merci beaucoup à vous d'être resté avec nous. Et du coup, n'hésitez pas à vérifier le site d'ActionAid IT, leur page Instagram qui sera mise aussi sur la vidéo IGTV ainsi que leurs activités. N'hésitez pas à les soutenir si vous avez envie. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez le temps et l'envie, à revoir cette vidéo, donc ce live Instagram, dans nos vidéos IGTV. Et bien sûr, à découvrir notre Instagram, nos activités. On en a eu pas mal ces derniers mois, notamment une campagne à l'assaut des ingrédients invisibles, que vous pouvez voir derrière. Mais on a également tous nos documents, toutes nos activités comme la boussole des labels, ou encore notre rapport Vigilance Zéro sur les violences sexistes et sexuelles dans les multinationales, qui est disponible sur notre Instagram, mais également sur notre site web. Du coup, merci beaucoup à tous. Bon, je pense qu'il est temps pour tout le monde d'y aller. Et à bientôt, du coup. Donc, normalement, dans un mois pour notre prochain Thursday Campaign Day. Merci beaucoup. Merci.